Bonjour à tous, c'est François et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast inspirant des entrepreneurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec Valérie Cotreau, la fondatrice d'Artefacto, une entreprise de réalité virtuelle créée en 1998. J'ai eu l'opportunité de la rencontrer et d'échanger avec elle au Village by CA Ille-et-Vilaine, un accélérateur de start-up basé à Rennes et dans lequel je travaille également. Valérie Cotreau, c'est une entrepreneure énergique et passionnée. Elle est pionnière dans la réalité virtuelle et très investie pour le territoire. Avec elle, on parle de son parcours, des choix qu'elle a dû réaliser dans sa vie d'entrepreneur, du fait de monter une boîte de réalité virtuelle en 1998, de devoir se remettre en question tout le temps, mais également les rencontres qui l'ont inspirée et qui l'inspirent encore aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner directement sur Apple Podcast, sur SoundCloud et via l'emailing sur serial-entrepreneur.fr pour recevoir les prochains podcasts. Puis moi, je vous souhaite une excellente écoute à tous et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Salut Valérie, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui au Village by CA Ille-et-Vilaine pour ce podcast. On va démarrer ce podcast comme tous les autres en revenant au tout début de ton parcours et de ton histoire. Avant tes études, qu'est-ce que tu voulais faire en fait ? Alors, donc moi je suis architecte, mais avant d'avoir fait des études d'architecture, je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Moi j'ai tâtonné pas mal avant de choisir l'architecture. Je pensais plutôt m'intéresser à de la scénographie et je décide d'aller tenter le concours d'Olivier de Serres quand je suis en terminale. Donc Olivier de Serres c'est une des 4 écoles d'art appliqué à Paris. Donc je suis retenue sur dossier scolaire et je vais passer une épreuve plastique et je tombe sur un sujet qui est la tauromachie. Je pense qu'à cette époque-là, à cet âge-là, je ne suis pas capée pour traiter un sujet comme celui-là, surtout que je suis récemment végétarienne. Enfin, ça fait 4 ans quand j'en ai à peine 18. Je sais d'emblée que je me plante sur le dossier. Je repars, je me dis, tant pis, c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine. Après tout, je suis jeune. Et je viens faire mes études à Rennes pour faire architecture et je ne suis jamais repartie et je n'ai pas retenté Olivier de Serres, voilà. Très bien. Pourquoi avoir choisi Rennes ? Et puis déjà aussi avant, qu'est-ce que faisaient tes parents comme métier ? Alors moi, je viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec celui que je côtoie aujourd'hui. Mes parents étaient fonctionnaires dans des établissements scolaires, mais en façon un peu atypique, c'est-à-dire que ma mère était chef d'établissement dans un collège en ZEP, c'est-à-dire en zone d'éducation prioritaire, donc conditions extrêmement compliquées, et elle était quand même un peu prof d'art plastique avant, donc ceci explique cela pour certaines choses. Et mon père faisait à peu près le même métier, mais heureusement pas avec elle, donc il était principal adjoint dans un autre établissement, et lui avait fait philo avant comme parcours, donc des gens engagés, mais avec un métier qui n'a rien à voir avec le mien. Et pour le coup, j'avoue que la première chose que mon père m'a dit quand j'ai choisi de faire ce métier-là, c'est il me dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait comme ton amie Valérie Juin qui est architecte à la région Bretagne ?» Mon amie Valérie Juin ne m'en voudra pas, elle est toujours architecte à la région Bretagne, mais bon, j'ai donné son nom de jeune fille, donc tout va bien. Ok. Du coup, tu arrives à Rennes. Déjà, pourquoi Rennes ? Rennes, c'est un peu par hasard pour le coup, parce que je pense venir faire 1 an à l'école d'architecture pour patienter, pour retenter Olivier de Serres, et au final, je m'y installe parce que la ville me plaît, mais je ne connais personne en arrivant, quoi. Personne. Ok, donc vraiment le fruit du hasard, totalement, quoi. Clair. Tu fais combien d'années d'études, du coup, à Rennes ? Alors, et quelles études exactement ? Donc architecture, donc je rentre à l'école d'architecture. Donc à cette époque-là, parce que ça change toujours un peu, c'est 5 ans plus 1 an supplémentaire pour passer son diplôme, donc c'est 6 ans que je fais d'un trait. Et puis assez rapidement, je commence à travailler chez François Pommier, qui était président de l'Ordre. Et puis juste après, je suis embauchée par mon directeur de stage au cabinet Perrin-Martin à la Mézières. Et puis très très vite après, je vais voler de mes propres ailes parce que l'image virtuelle me rattrape. Bah ouais. Et donc tu fais quasiment à peu près 3 ans en tant qu'architecte avant de monter Artefacto. Oui, c'est vrai que c'est assez rapide, c'est-à-dire que je bosse en fait sur la fin de mes études, mais bon, en archi, il vaut mieux commencer à bosser avant parce que les études sont relativement longues. C'est sûr. Et puis je travaille grosso modo 1 année chez Perrin-Martin.
Mais très très vite, même en agence d'archi, c'est le début de la 3D, c'est le début de la simulation, et du coup, on commence à utiliser ces moyens-là pour notamment les concours d'architecture. Ouais. Et je commence même au sein des agences dans lesquelles je travaille à utiliser ce type de médias pour les concours d'architecture, parce que c'est quand même bien plus facile de faire des images de synthèse plutôt que de faire des perspectives à la main. C'est sûr. Tu montes Artefacto en 1998. Oui. À quel moment on a envie, en 1998, donc à l'époque quand même, créer une boîte dans la réalité virtuelle? Alors, on l'intellectualise pas du tout comme ça. C'était pas du tout ce mot-là. Non, on fait des images de synthèse à l'époque. Ah, ok. C'est assez... Oui, non, c'est... quand on refait l'histoire, on la refait toujours un peu différemment. Ouais. Mais voilà, à l'époque, on fait de l'image de synthèse et c'est vraiment dédié au concours d'architecture. C'est ce qui nous pousse, devant. Et puis, c'est aussi lié à mon métier premier, c'est-à-dire que les architectes ont besoin de prestataires de services. D'ailleurs, c'est un métier que je commence à exercer en indépendant. Donc... j'ai pas l'idée de monter une entreprise. Ce qui me motive, c'est le projet, c'est la technicité, c'est l'outil. Mais je suis pas du tout, pour le coup, moi, dans un registre où je me dis demain, je vais monter ma boîte. Jamais j'ai pensé à ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Okay. C'est le projet qui me branche. C'est vraiment le projet. Ça a toujours été ça. Et donc, le gros premier projet de Artefacto, ça a été la visualisation 3D du premier métro, si je ne me trompe pas. Tout à fait, exactement. De Rennes. Le métro de Rennes, qui nous met le pied à l'étrier en termes de marché public aussi. Clairement. Parce que c'est pas trivial comme commande, parce qu'il fallait... en l'espace de très peu de temps, sortir une dizaine de films. Il y avait quelques stations qui avaient été faites au préalable, mais une dizaine de films sur les stations du métro de Rennes. Et la SEMCAR, à l'époque, je me souviens très bien, nous contacte et nous dit, bon, bah, alors voilà, est-ce que vous êtes en capacité de... Oui. Et faut dire oui, hein, je tiens à dire ça. T'as accepté. Et on part comme ça, et effectivement, avec de l'approximation sur nos capacités techniques, mais c'était une formidable possibilité de démarrage, et ça nous a emmené sur tous les TCSP français quasiment, donc tout ce qui est transport en site propre. Ça nous a emmené aussi à Turin, sur le métro de Turin, ça nous a emmené à Dubaï. Enfin, on a mangé du transport collectif avec bonheur. donc vraiment formidable projet. Puis là, la deuxième ligne arrive, donc on croise les doigts sur les prochaines consultations. C'est clair. Donc voilà, mais ça fait sens. Et puis il y a beaucoup d'affect évidemment pour nous sur ce type de dossier, parce qu'on se dit mince, 20 ans après, ça recommence. Mais et justement, en parlant d'affect, donc quand vous faites la visualisation 3D du premier métro et que ensuite le premier métro se termine, et quand tu rentres dans ce métro sur lequel vous avez bossé, c'est un jouet. On a l'impression de rentrer dans un grand jouet. Je me souviens, c'est exactement ce qu'on s'est dit, notamment avec un infographiste qui avait travaillé sur le projet. On rentre dans le Val 208 et on se regarde, et on a tout modélisé en détail, on connaît la rame par cœur, et on a l'impression de rentrer dans notre jouet. Ça doit être impressionnant. Ouais, c'était très très émouvant pour nous quand on a fait ce premier parcours là sur les phases d'inauguration du métro pour la première ligne. C'était quoi les autres gros projets de ce début de mandature. Donc, en fait, c'est vrai que le métro nous emmène sur la commande publique. Donc, on va travailler sur Cherbourg après. On va travailler avec Océanopolis aussi. Et c'est assez marrant parce que je les ai revus il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des boucles comme ça. On se perd de vue pendant des années. On se retrouve plus tard. Donc, grosso modo, on travaille. Ça détermine les secteurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va et on continue de travailler aujourd'hui dans tout ce qui est l'industrie au sens large. Et les transports en font partie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans notre portefeuille client des gens comme Alstom, comme Siemens. Et du coup, ce sont des clients qui sont devenus historiques. On a tout le secteur de l'architecture et de la promotion immobilière, parce que c'est un secteur qui s'est évidemment développé de façon logique, parce que tout le monde aujourd'hui fait des simulations 3D dans le monde de la promotion immobilière. C'est un incontournable, et on a eu tendance, nous, à industrialiser nos outils pour vraiment avoir une offre diversifiée pour les promoteurs. Et puis, on a encore une partie sur l'événementiel. Alors, c'est les projets plaisir, j'ai tendance à dire, de l'entreprise. Tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est muséographie, ce sont des projets plus ponctuels, mais qui donnent toujours un petit coup
un petit coup de bien-être au niveau des équipes, parce que ce sont toujours des projets passionnants dès qu'on se retrouve sur des lieux de patrimoine. Un des lieux de patrimoine qu'on a travaillé, là, pour le coup, c'était le couvent des Jacobins également. Oui, un sacré projet. Exactement. Donc, très, très beau dossier, beaucoup plus récent, mais pour lequel on a eu beaucoup de plaisir à travailler, parce que c'est vraiment un site complètement exceptionnel, quoi. Et il y a 5 ans, en 2013, aussi, il y a une sacrée étape pour Artefacto, l'ouverture d'un bureau à New York. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette implantation à New York, aux États-Unis ? Alors, l'export, ça permet de se regarder de l'extérieur. Donc ça, c'était la première volonté aussi de l'entreprise, c'était de se regarder un peu de l'extérieur. Et puis, le fait d'avoir... on est parti sur New York aussi parce que le fait d'avoir des technologies comme la réalité augmentée, là, qu'on porte vraiment aujourd'hui, très avant-gardiste, on va dire, par rapport au secteur de l'immobilier. On s'est dit, on a peut-être quand même une possibilité là d'aller chatouiller un peu l'export et de voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on a une activité récurrente sur les États-Unis. Mais c'est difficile, hein. Et on le sait, hein, l'export c'est toujours compliqué, mais le dernier déplacement, là j'y retourne en mai, et le dernier déplacement était au mois de novembre. C'est vrai, quand on entend ces clients sur New York appeler des partenaires pour dire ce serait bien que tu rencontres Artefacto et ainsi de suite, on se dit ouais, ça y est, bon, c'est rude, c'est difficile, mais on commence à avoir quelque chose qui se passe, quoi. Donc, et là aujourd'hui... En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver quelqu'un sur place avec une double culture. On est en train de sourcer parce que notre VIE a fini son parcours. Hein. Donc là, on est en train de sourcer pour avoir quelqu'un qui puisse nous représenter parce que c'est important dans une ville comme New York. On travaille finalement sur des projets qui sont colossaux. Donc nos interlocuteurs ont besoin d'avoir une vraie personne en face d'eux, quoi. Donc, temps plein. Ouais. Donc là, on est en cours de recrutement de ce nouveau profil. La même année, tu deviens membre du directoire de Rennes School of Business et membre du conseil de surveillance de Ouest France. Donc tu t'impliques aussi... Un peu plus tard pour le conseil de surveillance. C'est 2017 et comment dire, effectivement, pour l'école de commerce... c'est il y a quelques années, c'est 13 ou 14, je ne sais plus exactement. Donc, tu t'impliques aussi dans le territoire. Tu es devenue également marraine chez Yao Bretagne. Oui. Donc le fonds de dotation de Mario Piromali. Pourquoi as-tu décidé de rejoindre Yao Bretagne ? Je pense qu'il faut... c'est un parcours assez logique, hein, c'est-à-dire que... il faut rendre au territoire aussi ce qu'il nous a apporté, donc c'est quelque chose qui est assez naturel. Et je pense que dans le territoire, d'ailleurs, les acteurs le font vraiment dans cette veine-là. Si on peut éviter à certains de faire des erreurs qu'on a pu faire, c'est pas si mal, quoi. Donc il y a cette dimension-là. Et puis sur Yao, on a accueilli aussi on accueille une entreprise qui est installée chez nous. L'idée n'était pas de faire de l'incubation, hein, c'était pas ça. C'est qu'en fait, ce sont des gens, c'est Eik en fait, hein, ce sont des gens qui font du motion design et c'était connexe à notre activité. À l'époque, ils avaient lancé une alerte en disant on cherche des bureaux. Donc c'était pas ton filleul Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc ça l'a un peu devenu, mais indirectement parce qu'on se côtoie tous les jours. Mais je lui ai dit écoute, t'es le bienvenu si vous voulez venir vous installer ici. Il y a un studio en plus pour faire de la captation. Donc, c'est je pense le lieu idéal. Ouais, parce qu'ils étaient pas mal. Donc du coup, voilà, ça s'est fait très très naturellement, quoi. Mais c'est aussi se filer des coups de main, c'est important. Et puis être à l'écoute, et puis être là pour ceux qui en ont besoin. Moi, j'ai aussi d'autres personnes que je côtoie, que je peux appeler quand j'ai besoin de conseils. Je pense que voilà, chacun doit se donner la main, quoi. Donc, c'est un bon état d'esprit. C'est normal, c'est juste la norme. Je trouve que c'est juste la norme. C'est clair. Aujourd'hui, Artefacto, c'est combien de salariés Alors, c'est une quarantaine de personnes aujourd'hui, pour quasiment 2,5 millions de chiffre d'affaires. On sent bien, nous, qu'on a, une progression qui est plus compliquée sur un mode prestation de service. On a vraiment décidé de changer le modèle économique de l'entreprise pour passer sur des solutions SaaS et ensuite faire de l'upselling. Donc, il y a un vrai pivot qui va s'opérer au niveau de l'entreprise. C'est tout à fait grisant en termes de changement et d'accompagnement. Mais l'idée pour nous, là, vraiment maintenant, c'est de continuer à grandir, sur aussi des revenus récurrents, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est-à-dire grandir en mode prestation de service
quand on n'est pas sûr de la récurrence, ça devient dangereux sur une boîte de 40 personnes, quoi. Donc, on a vraiment envie de changer de modèle pour assurer une récurrence avec des outils hyper innovants pour le coup et faire de l'upselling derrière. Donc, continuer à faire de la prestation de service, mais inverser les tendances entre la prestation de service et la solution SaaS récurrente. Et puis c'est clair qu'avec toutes ces technologies, on est obligé de se remettre en question un peu tout le temps. Parce que le métier évolue, voilà. Nous, c'est notre quotidien temps, depuis 20 ans. Hein. Comme je dis, on a reconstruit l'entreprise sur elle-même depuis toujours, quoi. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise, parce que sinon, on serait déjà mort, quoi. Donc, c'est vraiment, effectivement, une modification permanente de notre façon de penser et de notre façon de travailler et de nos outils et des outils que nous développons. Maintenant, j'aimerais revenir sur les choix importants que tu as dû faire dans ta vie d'entrepreneur. Les choix qui t'ont un peu marqué, qui ont été compliqués à faire ou qui t'ont permis de passer un cap. Est-ce que tu as eu des dates clés Le premier truc difficile, c'est d'embaucher la première personne. Ouais, ça, je confirme. Il n'y a pas de sujet là-dessus. J'en ai pas dormi et j'en ai pas dormi pendant un moment. Hein. Donc, parce qu'on prend conscience, et c'est important aussi pour les gens qui démarrent, je pense, Enfin, je suppose que c'est des questions qui ont dû les torturer aussi. C'est ne pas se payer, c'est une chose, même si c'est pas la logique quand on monte une boîte, mais en tout cas, c'est souvent comme ça au début. C'est sûr. Donc, ne pas se payer, c'est une chose, mais une fois qu'on a quelqu'un de salarié, il faut le payer tous les mois. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la prise de conscience, pour moi, c'est vraiment opéré à ce moment-là, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué le démarrage de l'entreprise, et j'ai vraiment senti que j'allais être chef d'entreprise à ce moment-là. Avec toutes les responsabilités derrière. Ouais, complètement. Après, les événements marquants, j'ai envie de dire que les trois premières années, je me suis retournée à chaque fois en me disant, oh là là, j'ai appris énormément sur l'année, heureusement que c'est pas à refaire, et ainsi de suite. Donc vraiment un démarrage pour le coup qui est assez violent par rapport à ça, parce qu'on découvre plein de trucs, on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris sur le tas aussi, je suis allée me former, mais voilà, je crois que le fait de se confronter à tout ça est toujours encore la meilleure des solutions. Donc beaucoup de choses à digérer sur les 3 à 5 ans, il n'y a pas de mystère, c'est une réalité. C'est complètement vrai. Par contre, je me suis déniaisée sur le fait que au début, je me disais, bon, allez, dans 3 à 5 ans, je vais pouvoir souffler. On ne souffle jamais. Ça fait 20 ans que ça dure. Donc, on ne souffle jamais. On remet au pot, j'ai envie de dire, tous les ans, voire tous les jours, quoi. C'est-à-dire que c'est un challenge permanent. Donc, c'est super, c'est grisant. Et puis, de temps en temps, c'est un peu crevant. Après, ce qui est toujours compliqué, je trouve, moi, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, quand on démarre avec personne et quand ne serait-ce qu'on est qu'une quarantaine, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on évolue un peu en termes de taille de structure, il faut retravailler l'organisation constamment, quoi. Donc ça, c'est compliqué. De repositionner son schéma organisationnel, là, c'est quelque chose de compliqué. La culture du changement, c'est compliqué en entreprise, donc il y a toujours de la résistance, et c'est légitime parce que ça oblige à sortir de sa zone de confort. Donc c'est ça qui est difficile, je trouve, le fait de se dire aussi je pars à l'international. Ça aussi, ça a été une des questions clés. Très honnêtement, moi, j'ai pas fonctionné toujours avec des plans stratégiques à 3 ans. Je suis un peu rebelle sur ce côté-là, à tort ou à raison, mais la liberté, ça n'a pas de prix. Donc voilà, mais j'avais besoin d'autre chose, quoi. Je commençais à m'ennuyer. Donc j'avais besoin de voir autre chose, ça c'est sûr, quoi. Donc voilà, c'est des moments, ce sont des moments forts, quoi, en fait. Ok. Autre moment fort ou pas, c'est quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie d'entrepreneur? Est-ce que également tu as eu des mentors qui t'ont aidé dans ta vie d'entrepreneur? Alors, je suis pas groupie, moi, d'ailleurs. J'ai fait mon profil d'entrepreneur il y a pas longtemps. Alors, je suis zéro groupie, quoi. C'est même pas groupie, c'est vraiment. Non, mais c'est le type de question, c'était grosso modo, est-ce que vous admirez, ainsi de suite. Oui, on sentait bien que j'avais un côté un peu encéphalogramme plat là-dessus. C'est pas du tout ça. Donc, non, mais il y a des gens, en fait. Qui t'ont conseillé. Oui, moi, je travaille beaucoup avec notre écosystème, c'est-à-dire, je disais, je redonne au territoire, et en tout cas, c'est pas redonner, c'est parce que c'est très naturel et je pense qu'il y a de l'empathie aussi pour des gens qui démarrent et qu'on a envie de voir progresser. Mais l'écosystème local m'a aussi beaucoup aidée. Mais j'ai envie de dire, quand je vais passer une demi-journée en directoire à l'école de commerce, j'en retire forcément quelque chose.
parce que le tour de table avec un Olivier Clanchin Tribala, avec un Jacques Delanoë qui a pris la direction du Stade Rennais, avec Yann-Étienne Le Gall qui est dans le top 2 ou 3 de chez Yves Rocher, et François Châtel qui pilote tout ça, il en ressort forcément quelque chose. Ouais, j'imagine. C'est parce qu'on discute de nos problématiques aussi, parce qu'on va prendre un café avant et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des lieux de richesse où on échange et du coup on se revoit après. Et il y a un écosystème qui est extrêmement favorable. Je pense aussi à quelqu'un comme Christian Kefelec qui dirigeait Astelia, qui a récemment arrêté. Et c'est très bien parce qu'il a un peu plus de temps à me consacrer. Et on se voit aussi très régulièrement. Donc, et puis je vais solliciter, on va dire... un Stanislas Indy quand c'est nécessaire aussi côté French Tech. Aujourd'hui, je viens voir François Cormier et puis de la même façon, je vais attraper d'autres chefs d'entreprise et je pense aussi à Hugues Méli avec qui j'étais il y a pas longtemps sur comment dire, une émission pour TVR. Donc tout cet écosystème-là, du coup... se nourrir mais bien des sûr, échanges et des rencontres. Et il y a beaucoup de bienveillance et d'accompagnement. Ouais. Et d'écoute. Donc c'est important. super, quoi. Donc voilà, moi, il n'y a pas de mentorat en particulier. Par contre, des gens qui sont là et qu'on peut appeler très facilement, il y en a beaucoup. Et quand il faut se mettre sur le pont pour résoudre une problématique, tout le monde est là. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et justement, est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains podcasts ? Oh là là, mais il y en a plein. Donc, et ben justement, je trouve que quelqu'un comme Christian Kefelec, qui n'arrivera pas à s'arrêter, de toute façon, qui va continuer à avoir une activité extrêmement forte, c'est quelqu'un qui a une expérience, et notamment une expérience côté international, qui, moi, il m'a évité des erreurs. Sur certains pays, il me dit laisse tomber, n'y va pas, c'est mort, il y a des barrières douanières à l'entrée, oublie, quoi. Donc, n'empêche que ça fait gagner beaucoup de temps. Bah oui, et c'est quelqu'un qui était très, très apprécié de ses équipes et qui peut être vraiment de très, très bons conseils. Donc oui, c'est ma première pensée, c'est une pensée affective aussi, va vers Christian, mais il y en a plein d'autres. Je n'ai pas en tête tous les podcasts que tu as pu faire, mais mon confrère de Digitaléo peut-être est déjà passé à la casserole. Pas encore, mais donc ça pourrait être une bonne piste. Attraper un Jacques Delanoë aussi, ça peut être sympa. Donc, dans l'agri-agro, Olivier Clanchin, c'est pareil, c'est une entreprise familiale qui a beaucoup de choses une belle réussite. Exactement, donc je pense que ça peut être comment dire, un exemple aussi pour ceux qui sont proches de ces secteurs-là, quoi. Donc il y en a plein et plutôt bienveillants, donc ça devrait fonctionner. Ouais, carrément. C'est quoi les prochaines étapes maintenant pour Artefacto et pour toi aussi ? Alors vraiment le pivot, moi c'est mon enjeu, c'est un passage à l'échelle qui se fasse sur un autre modèle, donc je vais avoir de quoi m'occuper un petit peu là sur les prochaines années. Donc 2018, c'est vraiment... ça doit vraiment marquer le virage. Il faut qu'on pivote, je dis, il faut qu'on pivote tous d'un quart, là, même peut-être d'un peu plus d'ailleurs, au niveau de l'entreprise pour accompagner le déploiement de la solution logicielle Urbasi. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on fait de la prestation de services pour faire des applications qui permettent de voir des projets en réalité augmentée. Donc, je rappelle comment ça marche. C'est que j'ai un objet 3D que je viens superposer au réel. Donc, ça peut être un bâtiment, ça peut être un objet, ça peut être tout un tas de trucs. Et bien, l'idée, c'est d'offrir ça à nos clients, mais non plus en réalisant une application ad hoc, mais donc qui va coûter, je dis n'importe quoi, entre 15 et 35 000 euros. Enfin, ça va être les paniers moyens qu'on peut opérer. Mais là, on vient offrir une solution SaaS. Donc, on charge une application sur son smartphone ou sa tablette et on va venir charger ses propres modèles 3D pour entre moins de 100 euros et 200 euros en fonction des fonctionnalités. Donc, je suis architecte, je charge mon modèle 3D, je vais le voir sur le site. Je fais pareil si je suis designer, je vais voir mon siège chez moi. Et puis, on a aussi un pool comment dire, de clients, notamment au niveau des fabricants, qui est extrêmement intéressé parce que ça leur permet d'avoir des outils de commercialisation dédiés à forte création de valeur. Vous allez chez votre client final, vous lui montrez sa véranda de demain, et ben quelque part, c'est quand même beaucoup plus simple pour le faire basculer en termes de vente. C'est clair, c'est un argument net.
Voilà. C'est net. Donc voilà, notre sujet, ça va être là-dessus, et puis de se rendre visible, de communiquer. L'application elle est publiée sur les stores depuis lundi dernier. Donc l'idée n'était pas de faire une annonce, mais pour le coup, c'est la première fois que j'en parle vraiment. Voilà, là. petite exclu, donc exactement. Donc maintenant, il y a tout à construire sur le plan marketing. Alors bon, on est équipé chez nous, hein, mais voilà, il y a un bel enjeu sur 2018, et ce qu'on va compter, c'est pas forcément le chiffre d'affaires sur 2018, mais le nombre d'abonnements, l'amorce en fait. Et on a déjà. Donc cette application, elle est ouverte à tous. Et qu'est-ce qu'elle permet concrètement du coup ? Donc elle est ouverte à tous avec un mode gratuit. Hein. C'est-à-dire que j'ai un objet 3D, je vais le charger sur un back-office web en fait. Hein. Je vais charger mon modèle 3D comme si je chargeais n'importe quel fichier. Et je vais pouvoir le récupérer sur mon téléphone ou ma tablette et le voir en réalité augmentée. C'est-à-dire que si j'ai modélisé un siège, mais si j'ai modélisé un Schtroumpf ou un Pac-Man, je vais pouvoir le voir devant moi à l'échelle 1 comme s'il y était. Donc l'idée, c'est vraiment ça, donc avec un mode gratuit, et puis ensuite des fonctionnalités complémentaires, et puis la possibilité d'ajouter pas mal de modèles en mode payant. Donc, super. Voilà le sujet de cette appli. Très bien, très bien. Écoute Valérie, je te remercie pour cet échange. Merci beaucoup. Et puis voilà. Et puis à très bientôt alors. Voilà, carrément. Ciao. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud, sur Apple Podcast et également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr. N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre feedback par message privé, c'est très important, sur les réseaux sociaux ou par mail directement, françois@serial-entrepreneur.fr. On se retrouve très prochainement pour un podcast et moi je vous dis à très vite.